le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un sujet qui est complexe. D'où ma question, combien de temps nous avons 24-25 minutes, ça va être très juste. Je vais essayer, donc c'est un sujet qui est technique. J'ai récemment intégré les nouveautés liées au sujet du projet de loi économie circulaire qui est sorti le 4 juin. Ce qui fait que, voilà, il y a des choses, c'est bien écrit, j'espère les exprimer le plus clairement possible, mais sur des sujets aussi techniques, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Alors, aujourd'hui, le thème de la conférence est d'essayer de tirer avantage des nouveaux barèmes de cycle en matière d'écomodulation des contributions. Donc après une rapide présentation de moi-même et du cabinet, je vais vous présenter, au-delà de la filière REP emballage qui est notre sujet aujourd'hui, un panorama général des filières REP en France, parce que nous, on s'aperçoit dans notre quotidien, quand on accompagne les producteurs, les distributeurs, les importateurs, qu'aujourd'hui, nous accompagnons de plus en plus de fabricants qui méconnaissent en fait les implications de la conception des produits et l'emballage sur le montant de l'éco-participation ou de l'éco-contribution. C'est très important en fait que tous les acteurs de la chaîne aient conscience des impacts pour véritablement procéder au développement d'un emballage vertueux, parce qu'on ne va pas le voir là forcément, mais du coup on peut se heurter du coup, par exemple aux bouteilles plastiques PLA qui ont posé problème, hein, puisque le PLA, exactement, qui certes est un beau produit en tant que tel, en disant que c'est biosourcé, biocompostable, mais aujourd'hui, les capacités de recyclage du pays ne permettent pas de recycler ce type de plastique, et par conséquent, aujourd'hui, c'est malucé, hein, c'est-à-dire que c'est pénalisé dans l'éco-contribution. Donc, d'où l'importance, on va voir, de connaître les dispositifs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la REP emballage un peu plus en détail. Et puis, donc, ce que je vous disais, c'est que je vais vous parler un tout petit peu de la question du plastique, parce que je crois que c'est une question d'actualité qui intéresse un certain nombre d'entre vous, et que ça bouge énormément en ce moment. Voilà. Alors, juste pour commencer, et très rapidement, donc je suis Christelle Chancrin, je suis juriste d'affaires et fiscaliste de formation. J'ai un master de juriste d'affaires et fiscalité réalisé à Paris 11 et un master spécialisé finance à HEC. J'accompagne les producteurs depuis 1999 sur les problématiques de contribution emballage, depuis 20 ans. J'étais la première en France à proposer ce type de service. Et j'ai créé mon cabinet en 2005, entièrement spécialisé dans ces problématiques éco-contribution. Donc, le gouvernement va pouvoir passer. Alors, c'est toujours en introduction. L'objectif d'aujourd'hui, d'essayer de vous permettre d'anticiper les évolutions de la réglementation au moyen de l'éco-contribution, de mieux définir le cadre des responsabilités des différents acteurs, pour orienter une conception des produits plus vertueuse, pour que ce soit moins coûteux et, voilà. Et que vous connaissiez un petit peu ce qui se trame pour l'avenir. Alors, le cabinet, alors les éco-contributions, voilà un petit schéma, c'est un schéma que nous avons créé au cabinet. Parce qu'on a monté en 2016 un groupe de travail avec la plupart des éco-organismes pour essayer de simplifier les filières REP. Il faut au moins essayer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez ici toutes les flèches qui correspondent à des filières existantes. Et puis vous avez là quelques flèches qui annoncent les nouvelles qui sont parues dans le projet de loi économie circulaire notamment. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de filières de gestion des déchets identifiées. Sous REP,
ou pas. Bon, REP étant responsabilité élargie du producteur, je vais rentrer en détail sur cette notion-là, si ce n'est qu'il y a une quinzaine de filières aujourd'hui avec éco-organismes et éco-contributions correspondantes. C'est-à-dire que les producteurs, les metteurs sur le marché ont fait le choix de monter un dispositif collectif pour la prise en charge de leur obligation d'élimination ou de financement de leurs produits en fin de vie, produits ou emballage, dont la filière valaisie. Alors j'ai tenu à vous montrer ce schéma-là parce que quand même, quand on se pose, ici on a Bacquinov, je vais vous parler de l'emballage, plus spécifiquement aujourd'hui, mais tout de même, il ne faut pas ignorer que d'autres éco-contributions existent et pèsent également sur le développement des produits et sur le prix des produits. Par exemple, donc, une filière que je dirais, le public connaît bien parce que affichée, vous avez donc la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, donc avec une éco-participation qui est affichée quand on achète effectivement notre téléphone ou notre ordinateur ou notre lave-linge, on paye une éco-participation. Hein, vous avez le prix, donc voilà. En fait, tous ces dispositifs sont des dispositifs analogues, sauf que ce n'est pas affiché en prix de vente. Alors, dispositifs, on a des filières donc, un peu plus connues aujourd'hui, qui sont donc celles sur les emballages, qui historiquement est la plus ancienne, 1992, et financièrement l'une des plus importantes, hein, puisque tous les produits qui sur le marché sont emballés. Donc il y a la filière emballage, mais aussi la filière papier qui s'est récemment étendue au notice, hein, qui a eu une importance évidemment contributive. Hein, c'est des coûts supplémentaires qui n'avaient pas toujours été anticipés. Il y a une filière sur les piles, une filière sur les lampes. On voit bien qu'on est obligé, nous, consommateurs, d'aller ramener. Chaque filière, il faut savoir que pour chaque filière correspond un bac de tri dédié. Et donc, nous, ça veut dire qu'en tant que consommateurs, nous devons aller dans le fameux espace de tri pour aller jeter correctement, trier correctement notre déchet. Ce qui n'est pas toujours fait. Donc, on voit bien, nous, on voit au cabinet, par exemple, on a un exemple où on a un produit, on a une salière électrique. Bon, je ne vous dis pas qu'il faut acheter ça, mais voilà. Dans le cas d'une salière électrique, donc quand on appuie dessus, il y a une petite lumière. Alors là, c'est génial parce que vous avez là la fameuse salière qui donc contribue en tant que déchet d'équipement électrique et électronique, contribue également pour sa petite lampe Oscillum, contribue pour la pile à l'intérieur et contribue évidemment pour l'emballage et pour sa notice. Donc un produit peut avoir de multiples éco-contributions et donc ça a un coût. Ça a un coût dont il faut prendre connaissance quand on développe un nouveau produit, un nouvel emballage. Il faut essayer d'avoir ces vues d'ensemble. Le gouvernement nous annonce très récemment donc 6 nouvelles filières et puis des extensions de périmètre de filières existantes. Donc on a des jouets, des lingettes, etc. Ça ne nous intéresse pas spécialement aujourd'hui. Et puis la filière emballage ménager va s'élargir aux emballages professionnels ou assimilés. C'est quand même assez important parce que c'est quand même dans les clous que les emballages professionnels, enfin assimilés en tout cas, vont rentrer dans cette filière. Des coûts importants en perspective. Voilà. Donc ça, je voulais juste rapidement revenir là-dessus. Voilà. Alors, de manière générale, aujourd'hui, les filières REP concernent qui? Les producteurs qui payent les contributions ou qui a la responsabilité. Donc, c'est le producteur. Au sens de la réglementation, le producteur, c'est donc le premier metteur sur le marché. Donc, le producteur, l'introducteur ou l'importateur et les distributeurs. Aujourd'hui, on n'a que ces trois organes. Enfin, attention, demain, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Quand je dis demain, dans le projet de loi gaspillage alimentaire et pour l'économie circulaire, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, voilà, qui est sorti début juin, donc de Madame Poisson, prévoit de modifier le code de l'environnement et intègre désormais dans la REP, le producteur ne sera plus limité aux producteurs, introducteurs et distributeurs, mais aux
concernera désormais toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments matériaux entrant dans leur fabrication. Ça veut dire quoi? C'est que demain, les fabricants, vous allez vous-même porter une responsabilité et donc du coup à prévoir à ce titre. C'est quand même, ça va être un gros changement. Il faut savoir que cette mesure sera prise en application quand même normalement de la directive européenne, qui va aussi dans ce sens-là, qui va dans le sens de sensibiliser les fabricants. Donc, dans la directive SUP Single Use Plastic, donc, qui est sortie également en version française très récemment, début juin également, il est clairement prévu que les fabricants vont prendre en charge une partie des frais de gestion des déchets et des coûts liés aux mesures de sensibilisation, donc là, la communication. Donc, dans l'avenir, il faut savoir que la RAP, qui aujourd'hui, en tout cas de manière affichée, ne concernait que les producteurs, va concerner les autres acteurs, y compris les fabricants, dont certains d'entre vous sont dans la salle. Donc, une responsabilité copartagée. Pour votre information, cette responsabilité copartagée est déjà opérationnelle dans d'autres pays européens. Notre cabinet intervient dans 30 pays. Par exemple, en Angleterre, on a une responsabilité comme ça, partagée, où chaque acteur, c'est-à-dire qu'en fait, dans la REP emballage, vous avez le fabricant, l'émetteur de matières premières, le fabricant d'emballage, le producteur, le distributeur. Et chacun a un pourcentage de l'éco-contribution à payer. Alors que nous, aujourd'hui, c'est tout le producteur qui répercute ou non sur son prix, enfin ou non, de manière affichée, sur son prix, le coût d'éco-contribution. Donc ça va changer, et peut-être tant mieux, parce que ça va impliquer davantage de personnes. En tout cas, ça va avoir des conséquences sur notre système assez importantes. Alors, on va parler donc de l'éco-contribution emballage. Pour certains, bon, vous connaissez parfaitement ces principes. On va y revenir. Je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est peut-être un peu petit. Alors, pour jouer sur les barèmes de Citeo, il faut le connaître. Alors déjà, comment est structuré l'éco-contribution? Là, donc c'est extrait du tarif de Citeo, tout simplement. On a donc l'éco-contribution, et d'une manière générale, les éco-contributions vont avoir comme clé d'entrée le nombre d'unités de vente consommateurs mises sur le marché, donc les quantités, les matières, selon que c'est en plastique, en papier, en métal, tout ce que vous voulez, et le poids. Viennent s'ajouter derrière des écomodulations, c'est-à-dire des réductions de contribution ou des hausses de contribution pour inciter véritablement les producteurs à développer des emballages vertueux. Des emballages ou des produits, mais voilà, là on parle de la REP emballage, donc des emballages vertueux. Donc, le mode de calcul de la contribution, c'est une contribution au poids par matériau, plus une contribution à l'unité de vente consommateur, multipliée par ce qu'on appelle l'écomodulation, un bonus ou un malus. Alors on va rentrer en détail sur ces phénomènes pour que vous, voilà, pour avoir les grands principes en tête. Alors le tarif au poids par matériau, on va commencer par ça. On a les tarifs, donc là ce sont des tarifs publiés, l'éco-organisme Citeo aujourd'hui qui est le seul, avec la NEF et sa propre filiale, les deux seuls éco-organismes agréés sur la filière emballage. Donc là, déjà, l'effet tarif, c'est-à-dire qu'on a un tarif par matériau, là on vous donne les tarifs 2018 et 2019, en sachant qu'il y a un décalage d'un an, les tarifs 2020 ne sont pas sortis. Écoutez, moi depuis 20 ans que je travaille sur le sujet, je n'ai vu que des augmentations, donc annuelles, globales, donc ça ne va pas en réduisant. Donc on voit que l'évolution entre le barème déjà 2018 est en hausse générale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les différences par matériau. Par exemple, on voit bien que l'acier est à 4,56 centimes d'euros par kilo d'éco-contribution,
Le verre 1,40, c'est pas très cher. Alors oui, le verre 1,40, c'est pas très cher. Après, le verre, c'est lourd. Alors, du coup, quand même, en termes d'éco-contribution, ça peut peser. Mais on voit, il faut savoir que ces tarifs sont élaborés en fonction des capacités de recyclage du pays, hein, de nos capacités de recyclage. Donc le verre, on sait le recycler, donc le tarif est moins cher. L'acier, on sait le recycler, le tarif n'est pas très cher. Le papier carton, bon, alors quand il est autre que rubrique, ça va bien. Quand c'est de la brique alimentaire, on a multi-couches, 3 couches, hein, forcément c'est plus cher à recycler derrière. Et puis les plastiques, là, on n'est pas bon, hein, clairement, donc là on voit que le tarif est très très élevé. Et je dirais attention aux tarifs autres matériaux, parce qu'il y a une tendance actuellement de développer, sous couvert d'écologie, se dire je vais développer des barquettes en bois, en liège, en ce que vous voulez. Et bien ça c'est une fausse bonne idée, parce qu'en fait en France on ne sait pas, on ne les trie pas séparément, et donc on ne sait pas les recycler. Même si individuellement on saurait le faire, hein, je parle à l'échelle nationale. Et donc le problème c'est que c'est aussi cher que le plastique. Donc c'est pas forcément la solution, en tout cas, que le producteur in fine, va apprécier quand il va établir son éco-contribution. C'est-à-dire que si le fabricant il propose un emballage en bois, super, c'est très bien, ça paraît écolo, c'est super. Oui, mais attention, parce que derrière, actuellement, le producteur, quand il paye l'éco-contribution, il ne s'est pas rendu compte que en fait, l'addition allait être salée l'année suivante. Donc, le barème en lui-même, rien que les tarifs, sont déjà une invitation à choisir un matériau majoritaire dans l'emballage en fonction de sa capacité à être recyclé. Hein, allez-y, je vous en prie. Qui définit les tarifs à part les pouvoirs publics avec le ministère, ouais, avec l'ADEME et les ministères du tutelle. Vous savez que les écoles, le CITEO a 5 ministères du tutelle avec la commission des filières REP. Pas d'espoir de voir un matériau compostable, une filière en matériau compostable. Ça arrive pas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, on va le voir un petit peu après quand on va parler sur l'écomodulation, notamment donc sur le PLA, ou même le développement du PET opaque, qui n'était pas une mauvaise idée, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a 2 ans, enfin il y a 2-3 ans, quand Mme Gabriel était au pouvoir. La question du PET opaque, c'est en fait, je vais en parler un tout petit peu. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'on va intégrer des emballages à la filière des biodéchets? Parce qu'il y a une filière des biodéchets qui est en cours aussi de développement, donc qui est une filière vertueuse, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'on acceptera psychologiquement, je ne crois pas, qu'on puisse mettre un emballage, certes compostable, mais dans la filière des biodéchets? Je pense que ça ne va pas passer. Et aujourd'hui, en tout cas, le PLA pose un vrai problème, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, qu'il est compostable chez eux, parce que c'est faux, c'est pas compostable à domicile, c'est compostable en milieu industriel, et ni biodégradable, parce que sinon, le problème des consommateurs, surtout les Français, parce que nous sommes particulièrement indisciplinés, c'est compostable, je le jette dans la nature. Donc la difficulté aujourd'hui, pourquoi c'est mal usé, ça, il y a une raison. Alors peut-être, on va avancer. Parce que là, je suis déjà vers le milieu et je suis déjà à la fin. Sauf qu'il reste 10 slides. Alors je vais aller plus vite. Donc là, j'ai essayé de regrouper les bonus qui vont agir donc, sur le tarif au poids par matériau, celui dont je viens de vous parler. On va avoir donc une décote de 10% sur le papier recyclé. Ça, c'est le plus connu, ça fait longtemps. C'est pas un bonus en vrai, parce que c'est censé compenser l'alourdissement. Le papier carton recyclé est plus lourd que le papier carton vierge. Et donc, en fait, les 10% est censé compenser cet alourdissement. Bon. Néanmoins, avec le développement des technologies aujourd'hui, on arrive à avoir quand même du recyclé plus fin, et donc on peut bénéficier d'une vraie décote de 10% quand même sur la contribution. Assez récemment, les plastiques qui sont incités, qui sont favorisés aujourd'hui pour la mise sur le marché, ça va être le PET, le PEHD et le PP. Ces 3 plastiques ouvrent droit à des bonus, c'est-à-dire une réduction de contribution. Donc sur les 34 centimes d'euros
par kilo. On va avoir une décote de 12% pour les bouteilles et flacons dans ces matières-là, et 8% pour les emballages rigides dans ces matières-là. Donc, on sent que le mouvement, c'est on favorise ce type de plastique parce qu'on sait les recycler. Hein. Encore une fois, c'est uniquement dépendant de notre capacité à recycler en France. Et une très très bonne nouvelle qui arrive en 2019, qui va être renforcée dans les années à venir, et c'est à la demande des pouvoirs publics, un nouveau bonus de 50% pour intégration de matières plastiques recyclées est mis en place. Donc là, c'est quand même la première fois qu'on a enfin une incitation, parce que le problème du recyclage, enfin le recyclage c'est beau, de trouver des débouchés aux matières recyclées, c'est plus compliqué. Donc là, favoriser, voire même, dans un second temps, dans le projet de loi économie circulaire, obligé à intégrer de la matière recyclée, va permettre de trouver des débouchés à ces matières. On a les actions ensuite de réduction, d'amélioration de la recyclabilité, qui bénéficie aussi d'une réduction de contribution de 8% plus 4, donc voilà, potentiellement moins 12% de contribution. Donc là, on agit sur le poids, si on réduit le poids, on peut bénéficier de ce bonus. Si on supprime un matériau non majoritaire d'emballage multimatériaux, il faut essayer absolument de... on est dans le monocomposant, enfin monomatériaux, monocomposant, suppression du colorant noir de carbone. Bon, là, on est vraiment dans les restes du PET opaque et tout ça, ça va permettre d'améliorer le tri dans les centres de tri, notamment le tri optique. Donc, le barème incite à choisir des matériaux plus recyclables, voire recyclés pour bénéficier d'un tarif réduit. En revanche, il alourdit certaines pratiques, c'est-à-dire que la contribution est plus chère pour certains plastiques de type PLA, hein, majoration de 100% de contribution. Donc là, ça fait mal. Hein. C'est sûr qu'un bonus, il est à 12%, le malus, il est à 100%. Hein. Donc, c'est sûr que là, il ne faut pas aller développer une bouteille en PLA actuellement. On peut éventuellement se faire aider de Citeo. Si on a un projet de développement d'un emballage vertueux, on peut solliciter leur aide même financière pour l'intégrer au processus de recyclage, mais il ne faut pas le développer et croire après qu'on va bénéficier d'un bonus. C'est le cas du PET opaque, ça a été la même chose que le PLA. Voilà, donc après, s'il y a des emballages perturbateurs, on a un malus de 50%. Qu'est-ce que c'est un emballage perturbateur? C'est du PET contenant l'aluminium, du PVC ou du silicone, parce que, tout simplement, on ne sait pas, dans la phase de tri, séparer ces deux matières. Donc c'est une majoration de 50%. Une majoration de 100% pour le PET opaque, dont on a parlé, et un malus de 10%, donc ça c'est très récent, pour les impressions avec des encres fabriquées à base d'huile, puisque maintenant même les encres rentrent en ligne de compte. Donc le tarif sanctionne les éléments perturbateurs, difficilement recyclables. Bon, alors ensuite on a dans le tarif au poids, tarif à l'UVC, à l'unité de vente. Alors là, c'est encore un autre paramètre de la contribution. Et là, c'est simple, plus un emballage est complexe, donc a de multiples composants, plus il aura une contribution importante. Évidemment, c'est une incitation à réduire le nombre de composants d'emballage, donc d'être monocomposants au maximum. Sachez que quand vous... Alors, adieu les chips de calage, les fils de calage, vous oubliez, parce que faut savoir que le producteur il déclare à la chips. Donc, sur la contribution, c'est une catastrophe. Donc, sur le calage, c'est une incitation à développer plutôt je ne sais pas, une source de calage, un élément de calage avec une injection d'air, quelque chose comme ça, mais surtout, on reste dans le monocomposant. Un seul élément, et non pas des milliers. Voilà. Bon, un petit cas pratique comme ça, c'est pour vous donner une idée. On est sur un tube applicateur, vous avez un bouchon et un tube. Bon, clairement, aujourd'hui c'est ça. Je n'invente rien. Aujourd'hui, vous avez Donc, aujourd'hui, un tube plus un bouchon, ça fait 2 unités d'emballage, donc potentiellement avec une contribution supérieure parce que 2 unités. Vous mettez un bouchon applicateur, vous n'avez qu'une unité. C'est comme ça fait partie de la définition. Oui, mais du coup, vous gagnez 13% de contribution à l'UVC, quoi. Donc,
pour vos producteurs à qui vous fournissez une solution d'emballage, si vous la réfléchissez un tout petit peu en amont, vous lui donnez les moyens vous donnez à vous les moyens d'avoir véritablement une innovation concurrentielle. Voilà. On a pour prévenir évidemment le nombre d'emballages, il faut réduire le nombre d'emballages, améliorer la recyclabilité, donc tous ces bonus, on va aller plus vite, vous avez compris le principe, il faudra aller plus loin, je vais aller plus vite parce que tant pis. Ça c'est quelque chose la signalétique, bon ça c'est assez facile quand même à mettre en place, donc j'invite vraiment les fabricants à se poser ces questions là-dessus. La consigne de tri, c'est-à-dire on explique aux gens où ils vont jeter leur emballage, chaque élément d'emballage bénéficie encore d'un bonus de 8%. Aujourd'hui, il est forcément couplé du triman, parce que dans les années à venir, s'il n'y a plus le triman, le producteur ne bénéficiera plus du bonus. Il faut savoir que dans le projet de loi économie circulaire dont je vous ai parlé, là, début juin, et donc on attend quand même, ça va être au vote pendant toute cette automne, je pense. Avant, on est dans un système d'incitation. Demain, cette signalétique est accompagnée d'une information sur le geste de tri ou d'apport de déchets issus du produit, c'est-à-dire que demain, c'est une obligation. D'accord ? Donc, avant incitation, jusqu'à aujourd'hui, avec le projet de loi, ce sera une obligation. Donc ce projet de loi qui est vraiment très important, parce qu'il va modifier en profondeur quand même le système. Il promet en tout cas ça. Alors on verra après les discussions au niveau du Parlement. Mais donc il renforce significativement l'écomodulation. Donc ces principes qui vont faire jouer, pénaliser les emballages qui ne sont pas vertueux et en revanche favoriser les bonnes pratiques. Et donc véritablement on est dans cette dynamique où donc, le projet de loi prévoit ce dont on parlait tout à l'heure, l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, etc. Et, les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations seront modulées en fonction de l'incorporation de matières recyclées et l'emploi de ressources. Voilà. Donc on voit que dans le projet de loi, c'est intégré. Et là où c'est important, c'est que là, je vous ai parlé du montant de contribution sur l'emballage. Donc, quelque part, 100% de malus sur la contribution de l'emballage, en sachant que la contribution sur une bouteille d'eau est d'environ 1 centime d'euro. Bon, même si on la malusait, ce qui n'est pas le cas, même si on la malusait, on serait à 2 centimes, ce ne serait pas forcément énorme. Ouais, dans le projet de loi, et ça risque de passer, parce que ça fait plusieurs fois que dans les textes, c'est envisagé, sur demande motivée du producteur, est tenu de limiter le montant de la pénalité de 20% du prix de vente du produit. On n'est plus sur 0,2 centimes de l'emballage. C'est-à-dire que l'écomodulation peut jouer jusqu'à 20% du prix de vente en max. Donc demain, l'écomodulation, c'est sûr, sera énormément renforcée. Il faudra vraiment avoir ces notions-là en tête. Nous, on est de plus en plus sollicités au cabinet par les fabricants, par même les metteurs sur le marché, qui nous disent, mais demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle va être notre métier de demain, surtout avec les histoires d'interdiction des plastiques ? Double pénalité, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Les plastiques en ligne de mire, on va oublier le passé, 1er janvier 2020, donc fin des bouteilles d'eau plastique dans le service de restauration collective et scolaire. Okay. Ça va, ça concerne encore le domaine professionnel. Enfin, on voit que ça se rapproche quand même du domaine ménager, donc attention. Évidemment, 1er janvier 2020, fin des gobelets verts assiettes jetables de cuisine pour la table. Donc là, c'est pour servir dans notre quotidien. On ne va plus les voir sur les... Ce ne sera plus vendu et ce ne sera plus mis à disposition. Dès lors qu'ils sont en plastique, donc puis casse-tech, couvert et paille. Voilà, bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. Là, on a entendu sur les cotons-tiges, qui ne doivent plus non plus être en plastique. Et puis, pour le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson en plastique pour la restauration collective. Donc, voilà. Donc,
Des interdictions, alors ça c'est les interdictions traduites dans la loi française. Il faut savoir qu'à l'origine, ces interdictions, ces limitations sont posées par la communauté européenne. Donc bon, je ne vais pas revenir là-dessus, allez-y sur la communauté, voilà. Juste, donc au niveau européen, là vous avez la liste en fait des produits qui sont sous le viseur de la Commission européenne et qui, la Commission européenne demande aux États membres de mettre en place des mesures, donc parfois de réduction de la consommation, carrément de restriction d'accès au marché, c'est-à-dire des interdictions, comme nous l'avons fait. Et vous voyez, nous en France, on a déjà étendu à 8 produits plastiques, alors qu'en définitive, en Europe, il n'y en avait que 3 qui étaient demandés, mais nous en France, on aime bien être les meilleurs et avoir le maximum de filières, le maximum de contraintes en avant ça, et on continue dans cet esprit-là. Donc, les actions en matière d'éco-conception sont aussi renforcées. Alors là, pour le coup, de manière générale, pas uniquement sur le plastique, parce que là, on parle de la directive plastique. Voilà, qui vient de sortir. Voilà. Des prescriptions en matière de marquage, c'est-à-dire qu'on doit identifier. Donc, voilà. Et on va passer là. Voilà. Le retour de la consigne. Donc là, bah, vous en avez, depuis la sortie début juin du projet de loi économie circulaire, c'est un sujet qui est très à la mode. Je vous avoue qu'on voilà, on m'a demandé mon avis, la presse m'a demandé mon avis, parce que j'interviens en tant qu'expert sur ces sujets. Bah, je trouve que pour moi, la consigne, c'est le retour à la consigne, c'est l'échec de notre dispositif REP, de toutes ces filières, là, on vient de voir. Parce qu'en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir un système de consigne finalement généralisé au niveau national. Sauf que le consommateur, nous, on ne s'en rend pas compte. Quand je dis généralisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye 0,1 centime, on paye 1 centime sur notre bouteille d'eau, sur l'emballage, pour son élimination. Et puis, à notre domicile, nous avons la chance, la plupart du temps, d'avoir notre bac jaune. Donc, il nous suffit de faire ça. Et parce qu'on fait ça, la collectivité est financée, par l'éco-organisme pour l'enlèvement, le tri, etc., etc. Ce qui veut dire que notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères est maîtrisée par notre éco-contribution. Et c'est quelque part le retour de notre consigne des 1 centime que nous avons payé là. On a en plus le retour de nos 1 centime dans notre poubelle jaune et dans la maîtrise de nos charges locales. Alors aujourd'hui, le retour à la consigne, c'est carrément une mauvaise nouvelle, moi je trouve. Je suis même très en colère. On essaye d'avertir Madame Poisson que c'est vraiment une fausse bonne idée. Parce que demain, c'est plus 1 centime, c'est 25 centimes d'euros qu'on va vous demander de payer sur votre bouteille. Et surtout, vous allez avoir le droit d'aller la rapporter au magasin pour récupérer vos 25 centimes. Alors écologiquement, ce n'est pas toujours rentable, c'est clair. Or, quand même, ces dispositifs-là étaient là pour l'environnement. En termes de contraintes pour le consommateur, on va être au top. Donc, réclamer la consigne, c'est juste une histoire politique. Et malheureusement, c'est signe qu'on n'a pas su, que l'ensemble des organismes des pouvoirs publics n'ont pas su faire passer le message de notre beau dispositif de récupération des déchets à domicile. Donc, pour moi, alors, on fait souvent un parallèle avec l'Allemagne. Là aussi, c'est y compris Madame Poisson qui fait une erreur évidemment sur ce sujet-là, à savoir que l'Allemagne a un dispositif de consigne, mais notre système juridique n'a rien à voir avec le système allemand, d'une part. D'autre part, la consigne est limitée en Allemagne à un type d'emballage qui sont les bouteilles PET, point. La consigne n'est pas prise en charge par les éco-organismes. Enfin bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Pour des raisons d'organisation juridique, économique des pays, notre système est bien plus performant que le système allemand. Donc, et en termes de recyclage. Donc attention aussi à ce qu'on peut entendre parce que c'est facile et parce qu'on a vu effectivement qu'on consignait les bouteilles en Allemagne. Oui, nous c'est mieux, elles sont dans la poubelle jaune. Voilà. Donc
Et bien voilà, donc il faut savoir que la réglementation est en perpétuelle évolution. Hein, sur ces sujets-là, c'est très très actif. L'Europe adore hein, ce sujet-là parce que bah, c'est le précaré de l'Europe, l'environnement. Le système, globalement, il faut retenir que le système, il est très complexe, mais il incite les producteurs à réduire leur production et à produire durablement. Voilà. Produire durablement. Et améliorer la recyclabilité de ce qu'ils mettent sur le marché. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? J'avais juste par rapport à un slide précédent, vous dites qu'il y a on a le droit à un bonus par rapport aux 50%, si on a 50%, un bonus de 50% pardon, si on a du recyclé dans nos produits. Oui. C'est pas toujours le cas, c'est pas précisé dans votre slide, mais il faut bien que ce soit des produits post-consommateurs ou post-industriels. Parce que nous, par exemple, je sais qu'on a du recyclé, mais malheureusement, on n'a pas le droit à ce bonus. Non. Donc, non, parce que c'est une série, c'est juste un petit. Parce que lorsqu'on l'a fait, on l'a rendu comme ça à nos clients. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui. Ben non. On est d'accord que le recyclé, on parle véritablement des déchets générés par les ménages. Oui, voilà, ce sont ces déchets-là qu'on a du mal à réinjecter dans le processus d'industrialisation. Alors qu'une entreprise a toujours des chutes de production, etc. et recycle depuis longtemps ces déchets. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle des déchets post. C'est dommage parce que quand on a besoin, justement, pour des contraintes d'hygiène, etc. Je suis d'accord. Et les réglementations sont en conflit. Au niveau sanitaire, au niveau. Non, c'est sûr. Au niveau de la santé aussi, on intervient dans le domaine pharmaceutique également. Donc, il y a des contraintes, on ne peut rien faire. C'est même exigé par la réglementation qu'on passe sur des matières vierges. On ne peut rien faire. On peut rien faire tout. On est d'accord qu'il y a des conflits. Oui, tout à fait. Voilà. Merci pour votre question. Voilà, je vous remercie. Bon courage.